Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 1er février, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Un numéro un peu spécial aujourd'hui puisque nous consacrons notre émission tout entière aux élections des représentants étudiants au conseil d'administration du Crous. Et pour cette émission, je suis accompagné de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Axel et bonjour à tous et à toutes. Effectivement, ces élections, elles se tiendront du 6 au 8 février prochain. Pour rappel, le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les élections se déroulent au scrutin de liste à un tour et à la proportionnelle. Ainsi, les étudiants et étudiantes seront appelés à voter pour élire leurs représentants dans les conseils d'administration des Crous. Cette année, et comme pour les dernières élections en 2022, le vote sera organisé par voie électronique. Et nous recevons ce midi toutes les listes étudiantes qui se présentent pour ces élections en 2024, à commencer par Bouge ton Crous, la liste de la FCBN, de la Fédération Campus Basse-Normandie, qui est incarnée ce midi par Gala d'Olivier. Bonjour. Bonjour. Également à notre plateau, Antoine Angebaud-Évrard pour l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire. Bonjour à vous. Bonjour. On change radicalement de bord politique avec l'Union Pirate, qui est représentée par sa tête de liste Noé Deschamps. Bonjour. Bonjour. Une liste qui est partagée, je le précise, avec le syndicat Solidaire étudiants et étudiantes. Et puis enfin l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, dont on reçoit le président pour la région Normandie, Alan Colas. Bonjour. Ou Colas. Bonjour. Oui, c'est pas comment on pense. Marie, c'est toi, je te laisse. On commence donc avec notre premier thème qui va occuper une bonne partie de notre émission d'aujourd'hui, puisque c'est un sujet... Petite précision simplement. On aurait aimé que le plateau soit paritaire ce midi, mais pour des raisons d'indisponibilité, nous n'avons pas réussi à atteindre cet objectif. Nous en sommes désolés. Ce débat sera l'occasion pour vous, en 1 heure, d'exposer vos grandes idées, celles qui guident votre profession de foi. Pour que ce soit compréhensible pour tous nos auditeurs et auditrices, votre profession de foi, c'est votre feuille de route dans laquelle on retrouve vos propositions pour les étudiants et étudiantes et leur campus. Nous veillerons bien évidemment à ce que vous disposiez chacun d'un temps de parole égal, pour que vous puissiez avoir le temps de développer vos idées tout en respectant celles des autres. Nous parlerons d'abord des enjeux financiers qui concernent les étudiants et étudiantes, avec bien sûr des questions de bourse, d'aide au logement, ce qui nous amènera notamment à aborder le sujet de la restauration, entre autres. Ce sont ensuite les thématiques de la solidarité et de l'inclusion envers tous les étudiants et étudiantes qui seront traitées. Quelles mesures pour assurer leur intégration et leur inclusion, mais aussi pour garantir leur sécurité et éviter toutes les formes de violence. Autre enjeu important, l'écologie et le respect de l'environnement. Et puis, dernier sujet, celui de l'accès aux événements culturels et aux animations proposées par le Crous. Vous nous en direz 2 mots, vous nous direz ce que vous proposez pour cette thématique. On commence donc, comme je le disais tout à l'heure, avec notre premier thème qui va occuper une bonne partie de notre première émission d'aujourd'hui, puisque c'est un sujet central de la vie étudiante qui en préoccupe plus d'un, celui des bourses. On abordera aussi la question des aides et bien sûr du logement. Les bourses, c'est d'ailleurs l'un des thèmes principaux de vos professions de foi respectives. Et un jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté selon l'étude de la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation des statistiques publiées en février 2023. C'est un chiffre qui est en constante augmentation depuis plusieurs années. L'UNEF a noté une augmentation continuelle du coût de la vie étudiante depuis 2009. Une question pour commencer, est-ce que le système de bourse aujourd'hui il est injuste et pourquoi je sais pas qui veut commencer par exemple. Je te laisse commencer Alan. Oui, le système de bourse actuellement, il est carrément injuste. Il est insuffisant. Donc, le problème notamment de ce système de bourse, c'est qu'il est pensé en calculant la somme du revenu qui revient aux étudiants et aux étudiantes selon le revenu de leurs parents. Sauf que ce ne sont pas les parents qui payent en général les études des étudiants. Tout simplement, enfin, vous prenez un exemple, vous prenez n'importe quel étudiant sur un campus, mais en général, c'est lui qui fait ses courses. C'est pas ses parents qui donnent leur carte bleue pour qu'il aille faire ses courses. Donc ça, c'est un problème majeur. Et de plus, il y a déjà la majorité des étudiants ne font même pas partie du système de bourse, puisque 73% des étudiants et des étudiantes ne sont pas boursiers. Et donc voilà. Et donc nous, ce qu'on propose à l'UNEF par rapport à ça, c'est une refonte de ce système de bourse pour mettre en place ce qu'on appelle une allocation d'autonomie.
Cette allocation d'autonomie, c'est quoi? En fait, c'est donc une aide qui, justement, est calculée non pas selon le revenu de nos parents, mais selon nos besoins, tout simplement, qui s'élèverait à 1 200 € par mois pour correspondre au seuil de pauvreté. Et voilà, parce qu'actuellement, avec le coût de la vie, voilà, il y a eu l'augmentation des prix de tout, en fait, tout simplement, avec l'inflation ces dernières années. Et donc, oui, on se retrouve à demander des sommes qui sont conséquentes, mais qui correspondent à nos besoins. Et voilà. Surtout quand on voit que voilà, il y a un étudiant sur deux qui est obligé de se salarier pour subvenir à ce besoin. Quand on voit que la somme des bourses, ça va entre 100 et 600 €, ce qui est clairement insuffisant. Vous prenez n'importe quel logement du Crous, un 9 mètres ou 12 mètres carrés, vous en avez minimum pour 300 €. Quand vous avez 100, 200 € de bourse, c'est déjà insuffisant, rien qu'avec le loyer. Donc voilà ce qu'on propose avec l'UNEF, la mise en place de cette allocation d'autonomie. On va repréciser toutes ces mesures juste après. Et le gouvernement s'est prononcé au sujet d'une allocation étudiante universelle. Il s'est dit contre. Est-ce que ce serait une bonne idée selon vous? Galahad, par exemple. Est-ce que c'est une bonne idée le fait qu'on donne de l'argent à tous les étudiants pour qu'ils subviennent à leurs besoins, ça? Oui, c'est ça. L'idée d'une allocation étudiante universelle, est-ce que pour vous, ça vous parle comme à l'UNEF ou il y a des différences? C'est aussi un point de notre profession de foi. On cherche effectivement à long terme à défamiliariser les étudiants de leur famille, tout comme vous disiez pour l'UNEF, que les étudiants ne dépendent plus de leur famille. Après, ça c'est à long terme. À court terme, on opte plus pour un élargissement des boursières 1 million, et surtout pour les premiers échelons et les premières années d'études, où en général ce sont les années les plus précaires. Et aussi revaloriser les montants de la bourse, des bourses, etc. Sur l'inflation. Mais oui, à long terme, on cherche aussi une universalisation de la bourse pour que l'État garantisse à tous les étudiants un accès à des études de manière égale. Voilà, et garantir qu'ils puissent vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Alors il y a un autre coût dans la vie étudiante qui est très important, c'est le paiement en début d'année de la CVEC. L'Union Pirate, comme l'UNIF, vous souhaitez d'ailleurs sa suppression. La CVEC, pour rappel, c'est la contribution à la vie étudiante et de campus. Elle est assez mal connue, elle est souvent considérée uniquement comme une taxe très onéreuse, je vous l'accorde, de 100 € pour les non-boursiers. Alors, qu'elle sert aussi à financer, que ce soit un projet étudiant ou alors des infrastructures aussi et des services du Crous ou de l'université. La question, c'était plutôt, si vous la supprimez, comment est-ce que vous allez préserver ces deux avantages qu'offrait la CVEC, celle de financer des projets étudiants et en même temps des services du Crous? Je pose la question par exemple à Antoine d'abord. Déjà, pour commencer, il faut dire que la CVEC, c'est la contribution de vie étudiante et campus pour ceux qui nous écoutent. Ces 100 €, c'est une taxe globalement d'inscription qui va être, donc parmi ce montant, 200 € va y avoir une partie qui va être reversée aux universités. Le problème de cet argent, c'est que justement, il est mal géré par une minorité de personnes qui constituent le conseil de CVEC, où donc à peu près tous les mois, il me semble qu'il y a quelque chose, il y a des mesures qui sont votées pour les projets associatifs, etc. Malheureusement, cela ne fait pas l'unanimité, et nous avons par exemple des étudiants, enfin, quand je vous dis, si je mets 100 € lors de l'inscription, j'aimerais bien revoir cet argent, vous voyez. Par exemple pour des petits projets, ce genre de choses, et c'est vrai que quand on regarde les conseils CVEC, il n'y a pas du tout, ou en tout cas très peu de normes utilisées, ou en tout cas d'argent utilisé pour les étudiants qui leur sont bénéfiques. Donc c'est pour ça qu'on voudrait en effet retirer la CVEC. Pour cette injustice justement que ça soulève, c'est plutôt cette idée-là. Exactement. Et je me tourne vers vous, Noé Deschamps, pour l'Union Pirate. Est-ce que cette suppression de la CVEC, ça vous parle, ou au contraire c'est quelque chose qui vous paraît peut-être un petit peu incohérent, ou il y a d'autres priorités peut-être? Non, nous sommes aussi pour une suppression de la CVEC, puisque c'est en effet une taxe pour les étudiants. Mais quelque chose qui n'a pas été dit par Antoine, c'est que c'est surtout des fonds fléchés qui ne bougent pas. C'est ça la plus grande injustice de cette taxe, c'est que la CVEC, les fonds CVEC deviennent des fonds de roulement seulement au bout de 5 ans. C'est donc de l'argent qui n'est pas utilisé dans les Crous. Évidemment, pour accompagner la suppression de cette CVEC, il faut évidemment une augmentation des budgets généraux des Crous, que ce soit pour la culture ou pour d'autres
schéma associatif. D'autres services. Oui, Oui, c'était, d'autres oui, c'est parfait. Donc c'est ça, oui. Donc c'était plutôt cette idée-là effectivement de gestion, de mauvaise répartition de l'argent de la CVEC, c'est ça. Exactement. Il y a une autre. Ah non, je te laisse continuer, Marie, je t'en prie. Oui, il y a une autre catégorie d'étudiants et étudiantes qui est celle des non-boursiers, mais qui sont tout de même précaires. C'est un petit peu l'angle mort du système d'aide. Comment est-ce qu'on peut gommer ce fossé boursier-non-boursier? Je me tourne vers vous, Alain Colas. Oui, donc pour gommer ce système boursier-non-boursier, comme je vous l'ai dit, c'est nous ce qu'on propose, c'est la mise en place de l'allocation autonomie. Puisque on considère en fait que l'UNEF reconnaît donc la charte de Grenoble. C'est une charte qui explique que l'étudiant est un travailleur intellectuel, ou plus précisément un jeune travailleur en formation. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de se préparer pour travailler plus tard, mais en attendant, c'est pas normal que déjà des étudiants aient besoin de se salarier pendant leurs études. Et donc, puisqu'ils travaillent déjà intellectuellement, ils sont censés déjà avoir un revenu, en tout cas de quoi vivre dignement, ce qui n'est pas le cas actuellement avec les bourses, comme je l'ai dit, vu qu'elles sont insuffisantes, et donc c'est pour ça qu'on souhaite mettre en place cette allocation d'autonomie. Si, oui, Antoine, je vous en Je prie. voudrais intervenir justement sur cette allocation d'autonomie qui est du coup de 1200 euros, c'est ça? J'ai 1200 euros. Alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous allez faire pour le mettre en place, sachant que le budget que prévoit l'État pour l'enseignement supérieur est de 40 milliards d'euros par an. Donc si on fait le calcul globalement avec 2 920 000 étudiants en France, si vous voulez mettre ça sur un an, ça nous fait un total de 40,5 milliards d'euros. Sachant que déjà 25,5 milliards sont utilisés pour ce qui est du budget de l'enseignement supérieur. Donc voilà, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous voulez faire, sachant que le budget, cela excéderait déjà le budget que l'on prévoit à cet effet. Pour financer cette mesure, alors c'est vrai que c'est une somme conséquente, mais en fait c'est une question tout simplement de choix politique. Emmanuel Macron, il a fait le choix de financer le SNU qui coûte 3 milliards chaque année. Voilà, ça déjà c'est un choix avec lequel nous on n'est pas d'accord avec l'UNEF. Déjà vous récupérez les 3 milliards, je peux vous dire que ça vous fait déjà une sacrée somme. Et plus largement, on propose aussi que cette allocation d'autonomie, elle soit une fusion des aides. Donc ce qui veut dire que en fait, les différentes aides qui existent pour les étudiants, on les rassemble et donc à la fin c'est vrai qu'on arrive à une somme conséquente. Et troisième élément, également par rapport à cette somme, il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle l'abattement fiscal. Donc en fait, quand on est étudiant, nos parents ils peuvent déclarer une demi-part fiscale. Sauf que nous, ce qu'on propose à l'UNEF, en fait, quand ils font cet abattement fiscal, du coup, ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. Ils ont une déduction d'impôt parce qu'ils nous déclarent comme étudiants. Sauf que, puisque là, nous, on subviendra nous-mêmes à nos propres besoins avec cette allocation d'autonomie, ils n'auront plus besoin d'avoir ce gain d'argent. Donc, certes, nos parents paieront un petit peu plus d'impôts, mais ce qui est normal, puisque nous, on vivra de notre côté avec notre argent. Et donc, si vous prenez ces trois éléments que je viens de vous indiquer, on arrive largement à la somme nécessaire pour cette allocation d'autonomie. Alors, oui, juste très rapidement en deux mots pour compléter. Quand on voit que l'État français, en tout cas 67% des Français pensent trop payer d'impôts et qu'on veut leur ajouter des impôts encore plus, cela pourrait profiter à un échappement fiscal et social. Donc, la baisse des recettes publiques, par conséquent, limiter la force de l'État sur les institutions publiques et les revenus de transfert comme la CAF. Donc, vous voyez, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire en France à ce niveau-là. C'est pas forcément quelque chose que vous approuvez à l'UNEF? Non, mais en fait, je crois que tu as mal compris. En fait, l'idée, c'est que les impôts qu'ils vont payer, c'est des parents qui vont payer justement plus d'impôts. Et quand on dit plus d'impôts, ils vont pas payer 300 euros de plus d'impôts. Ils vont payer un peu plus d'impôts parce que c'est leurs enfants qui vont en gagner plus. Donc après, si les parents sont contre que leurs enfants puissent pouvoir étudier dans de bonnes conditions avec un revenu d'allocation, ça, j'ai envie de dire, c'est le problème des parents. Et en plus, tu dis ça comme si les parents, parce qu'ils vont se faire plus taxer, vont partir de France. Ça, c'est un argument qu'on connaît, que vous utilisez tout le temps, ça n'arrive jamais, ils ne partent jamais, ils ont trop d'intérêt à rester en France. Et donc, bien sûr qu'ils vont rester en France, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Du coup, ce serait un petit peu un régime équitable, on va dire. C'est-à-dire dans le sens où les parents payent plus pour que leurs enfants gagnent plus. En fait, on rééquilibre un peu cela, non? En gros, c'est un peu ça, ouais. Okay. Alors, il y a une autre mesure qui figure sur votre profession de foi à l'Union Pirate. C'est le passage des bourses de 10 à 12 mois pour les étudiants. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça va permettre? Alors, en effet, oui, on va passer les bourses de 10 à 12 mois, parce que c'est le grand oublié depuis tout à l'heure dans le débat, puisque le revenu d'autonomie est une bonne idée, mais c'est complexe de le mettre en place tout de suite. C'est pour ça que dans notre profession de foi, il est question de passer le montant des bourses de 10 à 12 mois
en urgence, de manière à ce que même pendant les vacances d'été, les étudiants ne soient pas obligés de continuer de leur travail, etc., et puissent continuer à vivre sans forcément se mettre en danger directement, financièrement parlant. C'est ça, et je pense qu'on peut faire aussi une parenthèse avec l'actualité, ce qui va nous permettre aussi de faire une transition toute trouvée avec le thème suivant qui est le logement. Le 30 décembre dernier, le Conseil d'État a validé la réquisition de plus de 2000 logements Crous dans le but d'y loger du personnel des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez peut-être que je me tourne vers toi, Gaël. Nous, on pense que les étudiants payent leur logement et ça paraîtrait normal qu'ils puissent en profiter à partir du moment où c'est normal qu'ils y restent, peu importe les conditions qu'il y ait les JO ou non. C'est leur logement, eux, pour un nombre de mois prédéfini. On n'a pas à leur reprendre pour 100 € et de place pour un match quelconque. Donc ça porterait atteinte à leurs droits étudiants en quelque sorte. Selon nous, oui. Même si à ce motif-là de logement du personnel, ça n'a pas empiété, c'est ça Non, parce que les étudiants sont tout aussi importants que d'autres citoyens, d'autres professions, etc. Et ils sont tout aussi importants et parfois même plus précaires. Et c'est pour ça notamment que 41% des étudiants se salarient, comme disait l'UNEF. Alors les logements, justement, on va en parler, ils sont une problématique qui est directement liée à celle des bourses. Je vous propose d'écouter ce que disait Dominique Marchand, qui est la présidente du CNUS, c'est l'équivalent national du CROUS, c'était sur France Inter en septembre dernier. On l'a entendu, la situation du parc Crous est aujourd'hui compliquée et ce depuis plusieurs années. Je me tourne vers vous, Noé Deschamps. Comment faire face à cette demande toujours croissante de logements Crous? L'objectif le plus rapidement possible, c'est de construire 150 000 logements dans le cadre des logements Crous. Comme nous l'avons démontré récemment avec une de nos actions à Lyon-Pierrate, nous avons posé des tentes devant l'hôtel de ville de Caen. Les étudiants sont mal logés, il y a un vrai problème de logement de manière générale. Nous avons fait d'ailleurs une enquête qui nous montre des résultats plutôt catastrophiques pour les différents Crous. C'est pour ça qu'à terme, l'objectif serait de construire près de 600 000 logements pour pouvoir loger à minima un quart des étudiants français. Et une bonne partie de ces logements sont vétustes. Comment améliorer la qualité du logement étudiant? Galahad. Déjà, nous, on compte mettre en place des plans de réhabilitation de logements pour que les étudiants bénéficiaires de ces logements aient des logements décents. Mais ça ne se limite pas qu'aux conditions de logement en tant que tel, enfin, le fait de ne pas avoir de cafards dans ces logements, ni de lézards sur les murs, mais aussi que les règlements soient appliqués, le règlement des personnels soit appliqué, parce qu'on remarque aussi que c'est pas toujours le cas. Que les personnels peuvent rentrer dans les chambres un petit peu n'importe quand, sans forcément prévenir. Et c'est l'un de nos points sur notre profession de foi que les personnels soient formés pour appliquer le règlement de ces résidences et aussi formés pour aider les étudiants, notamment s'ils accèdent à des formations contre les violences sexistes et sexuelles,
Les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Justement, chez Bouche ton Crous, si on revient au simple aspect financier des logements, vous proposez carrément un gel des loyers. Chez Lyon Pirate, vous proposez-vous une baisse. Est-ce que c'est réaliste et réalisable selon vous, et qu'est-ce que ça change par rapport à une augmentation des APL? Pourquoi est-ce que vous choisissez de baisser ou de geler les loyers plutôt que d'augmenter les APL? Est-ce que ça change quelque chose finalement? Je ne sais pas si par exemple Noé Deschamps voulait répondre. Parce qu'on ne passe pas forcément par les aides pour régler les problèmes. À vrai dire, le souci, si le loyer est élevé, ça ne va pas être d'augmenter les EPL pour pallier à ce loyer élevé, ça va être simplement de baisser les loyers. En l'occurrence, pour les loyers Crous, on ajoute d'ailleurs un encadrement un encadrement des loyers dans le privé, de manière à essayer le plus possible de régler les problèmes financiers des différents... Ouais, Galade, ouais. Pour les logements non privés, est-ce que ça rentre dans le cadre du Crous? Parce que je ne crois pas en tout cas. Exactement comme les APL qui figurent sur toutes les professions de foi, l'objectif des Crous, et du coup nous en l'occurrence aussi notre fédération nationale et donc au CNUS, c'est de réussir aussi à terme à mettre une influence et à pouvoir discuter de nos sujets dans le débat public. Et c'est évidemment comme ça qu'on encadre les loyers dans le privé, qu'on augmente les APL, etc. Alors, à l'UNI, vous proposez de permettre aux établissements d'enseignement supérieur de construire eux-mêmes les logements étudiants dont ils seraient directement les propriétaires, ce qui fait qu'ils ne passeraient pas par le CROUS, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi cette mesure et qu'est-ce que ça changerait pour les étudiants? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation des loyers, du coup, s'il n'y a plus d'instances intermédiaires qui gèrent ces logements? Alors, au niveau des instances intermédiaires, je pense que, on va dire au niveau de... déjà, nous proposons, au niveau des mesures fiscales, quelques avantages pour encourager les propriétaires à louer aux étudiants. Et puis, nous voulons avant tout stopper l'augmentation de l'eau et de l'électricité. Après, pour ce qui est des logements, en effet, en tout cas, nous voulons donc rénover, comme vous l'avez dit juste avant, et réhabiliter les chambres de Crous. On peut passer au thème suivant qui est celui de la restauration. Ce qui revient souvent, c'est le fait que les repas à 1 € ne soient réservés qu'aux boursiers. Est-ce que vous souhaitez l'étendre aux autres étudiants et étudiantes? Et qu'est-ce qui explique que ça ne soit pas toujours le cas? Pour la liste Bouche ton Crous, par exemple, est-ce que vous imaginez, oui, d'étendre ces repas à 1 € pour tous les étudiants, y compris les non-boursiers? C'est une mesure qui est assez récurrente, je dirais même presque sur toutes les listes. Oui, on appuie beaucoup sur ce point. Et à quand, en tout cas, ça pourrait être réalisable. Après, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi avec le CNUS. Mais oui, c'est vraiment un point très important de notre profession de foi, avec aussi le fait que tout le monde puisse avoir accès aux rues et aux cafettes Crous, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment sur le campus 6, où il n'y a que des food trucks Crous, et encore pas toujours. C'est ça, il y a une inégalité aussi structurelle des services qui sont proposés en fonction des campus. Et donc, on voudrait que tous les étudiants puissent avoir qu'il y ait une égalité pour que tous les étudiants aient un repas à 1 €, un repas convenable à 1 € avec les quantités qu'il faut, adapté aux logements spécifiques, avec un développement de l'offre végétarienne chaude, etc. Oui, vous voulez intervenir, l'UNEF d'abord et puis ensuite l'UNI. Ouais, donc du coup, nous aussi à l'UNEF, bien sûr, on est pour le rétablissement du repas à 1 €, et je dis bien le rétablissement parce que ça a existé. Pendant le Covid, le repas à 1 € était pour tout le monde. Étonnamment, on s'est retrouvé à la fin du Covid avec des élus de la FAGE, dont certains sont représentants ici, donc de Bouche ton Crous, qui n'ont pas voté qui sont abstenus lors du vote pour que le repas à 1 € reste pour tout le monde. Donc ça, c'est une première chose. Mais en tout cas, l'UNEF à l'époque était totalement pour que le repas reste 1 € pour toutes et tous. Donc c'est pour ça qu'on parle de rétablissement. Et puis aussi, bien sûr, il faut qu'il soit pour tout le monde. Déjà, on en a parlé tout à l'heure, de la précarité étudiante, du nombre d'étudiants qui sont en difficulté, mais aussi plus largement, vu qu'il faut prendre en compte qu'il y en a beaucoup qui sont exclus du système de bourse, mais que le système de bourse est mal conçu, forcément, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas boursières, mais qui ont quand même des difficultés financières. Donc pour ces personnes-là aussi, bien sûr, il faut le repas à 1 €. Et puis, on oublie d'autres personnes, je pense aux étudiants étrangers, aux étudiantes étrangères, qui n'ont pas le droit d'accéder aux bourses, et donc qui, a fortiori, n'ont pas le droit non plus au repas à 1 €. Donc c'est une évidence qu'il faut ce repas à 1 € pour tout le monde. Oui, Galade Olivier pour compléter. Oui, je veux juste revenir sur le fait que la FAGE s'était abstenue au vote du CNUS pour le repas à 1 €. C'est un acte de dénonciation politique,
car si le repas à 1 euro était maintenu pour tous les crous, il y a certains crous qui auraient fini en faillite, il y a 2 ans en tout cas. Et c'est d'ailleurs la FACH a par contre voté pour une augmentation du budget du crous au niveau national, afin que tous les étudiants, afin que tous les crous aient plus de moyens pour subvenir aux besoins des étudiants. Mais aujourd'hui, oui, on milite pour ce crous à 1 euro et pour que ce soit viable pour tous les crous. Antoine Ange-Boévrard, vous vouliez répondre à ça? Oui, au niveau des tickets restaurants, on n'a pas trop la même vision des choses, puisqu'on veut mettre en place tout simplement, comme je viens de le dire, des tickets restaurants pour la restauration, avec donc une cotisation de 3,30 € et un bon d'achat, en tout cas un bon pour pouvoir manger en dehors du cadre du restaurant universitaire d'une valeur de 6,60 €. Cela permettrait en effet de désengorger les files d'attente au restaurant universitaire. Alors, pourquoi concrètement? Comment est-ce que ça fonctionnerait? Comment est-ce qu'un ticket restaurant permettrait le désengorgement d'une file d'attente de crous restaurant universitaire? Alors, c'est par rapport aux affiliations où on pourrait composer avec par exemple d'autres filières, d'autres commerces alimentaires par exemple. Cela passe aussi par le conventionnement d'autres commerces au sein du campus. Et voilà, donc je pense que ça serait utile à tous les étudiants de pouvoir en effet consommer soit aux rues, en tout cas à tarif réduit, ou soit ailleurs dans les commerces alentours de l'université, ce qui est quand même quelque chose d'assez non négligeable. Est-ce que, oui, par exemple, Boucheton Crous avait d'autres mesures pour résoudre ces problèmes de files d'attente qui posent des gros problèmes d'organisation aux étudiants assez régulièrement d'ailleurs? Pour les files d'attente, non. Par contre, on souhaite développer les RCPMR. Mais je voulais juste revenir sur vos tickets rue et l'aide de 6 €. Est-ce que c'est possible d'avoir un repas décent, équilibré et qu'on puisse manger en une demi-heure sans prendre le temps de faire manger, etc. Et oui, équilibré surtout, sans forcément prendre le menu moins cher, McDo, etc. Oui, bien sûr, après ça passe pas forcément que par McDonald's, il y a beaucoup d'autres commerces alimentaires aux alentours de l'université, comme des petits supermarchés, des petits cafés, etc. Donc en fait, cette mesure, elle propose un élargissement, on va dire, au niveau de la nourriture, de ce que les étudiants ont envie de manger, ce qu'ils n'ont pas envie de manger. Et donc voilà, je trouve que c'est assez diversifié sur ce point-là. Et l'UNEF, vous parlez de construire des rues près des structures d'études, des BTS et des classes prépa qui sont bien sûr soumis au restaurant de leur lycée, de leur établissement d'origine. Est-ce que ça ne désavantagerait pas les lycées de construire des crous, des restaurants crous aux abords des lycées? Comment est-ce que vous pensez cette problématique? Non, bien sûr, oui, on pense qu'il faut construire donc, du coup, des restaurants universitaires partout où c'est possible, en tout cas évidemment dans la mesure du possible financièrement, mais c'est important parce qu'en fait du coup ça veut dire qu'il y a des étudiants qui se retrouvent sans restaurant universitaire sur leur campus, ou des fois qui sont obligés d'aller dans les lycées, et donc non, c'est pas de la concurrence, parce que si on construit quelque chose du restaurant universitaire, ça veut dire que le repas il sera à 1 € comme on le veut, alors que s'ils sont obligés d'aller dans les lycées, ils payent le repas plus cher, donc voilà, c'est pour ça que pour nous c'est une nécessité. Galaad, vous parliez tout à l'heure d'équilibrer, des repas équilibrés, mais souvent qui dit bio dit plus cher. Donc je me tourne vers vous, Noé Deschamps. Comment assurer une plus grande qualité des produits tout en maintenant des prix bas, voire en baisse, comme vous le proposez dans votre profession de foi? Pour les prix en baisse, on parle surtout des réductions des tarifs en cafétéria, puisque les cafétérias sont assez chères. Comme par exemple à Caen, on peut noter une augmentation, ça peut paraître trivial, mais des prix des cookies. Les cookies ont doublé leur prix cette année. Comme les différents chocolats qui ont essayé, les différents chocolats chauds et de café qui ont essayé de passer à un prix plus fort et qui ont été rattrapés par le campus, qui leur a dit que ce n'était pas possible, du moins sur l'université. Pour essayer d'avoir un repas suffisamment copieux, de qualité et de manière bio, le plus simple c'est avant tout d'essayer de subventionner au local, de subventionner plus facilement et d'acheter en local, de manière à se fournir plus proche et de meilleure qualité. Notre question c'était surtout est-ce que cette progression de la qualité n'influencerait pas sur les prix qui seraient vendus aux étudiants?
Ah non, non. Surtout là-dessus. L'idée, en fait, il faut savoir que dans les Crous, actuellement, ils ont une aberration économique, c'est une obligation de rentabilité. L'idée derrière le projet Lyon Pirates, c'est évidemment de retirer cette obligation de rentabilité, et donc, de fait, ça serait une augmentation des budgets des Crous qui permettrait d'améliorer cette offre. Évidemment, comme du coup l'ont dit les différentes personnes autour de cette table, l'élargissement du repas à 1 euro rentre dans cette augmentation du budget des Crous. Il faut, de manière générale, s'assurer que les Crous soient mieux financés pour pouvoir réussir à avoir un Crous écologique et accessible pour tous. Et comment est-ce que vous souhaitez, je m'adresse à tous autour de la table, faire évoluer la représentation des repas végétariens dans les restaurants universitaires? Galahad. Nous, ça fait déjà 2 ans qu'on siège au Crous à Caen, enfin en Normandie. Et on a créé une commission restauration qui a aussi permis de diversifier les plats et surtout de diversifier l'offre végétarienne. Mais ça a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. On souhaite continuer à diversifier l'offre, notamment l'offre végétarienne chaude qui est franchement pas toujours suffisante, et il y a très peu de choix aussi. Alors vous voulez également, alors je n'ai plus la liste qui propose cette mesure en tête, mais vous voulez également ouvrir les cafétérias le soir et les week-ends. Je ne sais plus qui portait cette mesure, mais vous tous en fait. Oui. Pourquoi en fait? Quel serait l'avantage d'ouvrir les cafétérias le soir et les week-ends pour les étudiants des bibliothèques universitaires par exemple? Qu'est-ce que ça permettrait d'autre? Déjà, ça permettrait aux étudiants qui travaillent tard le soir au BU, par exemple la BU à Caen, Pierre-Simeux ferme à 23h, la cafette à 19h, il n'y a pas toujours de sandwich à 19h. Donc ça permettrait de manger sur place sans avoir à rentrer chez soi, etc. Et surtout pour les résidences Crous, pour accéder à des repas de bonne qualité le soir, y compris les week-ends, car les étudiants ne peuvent pas forcément rentrer chez eux, chez leurs parents le week-end, parce qu'ils n'ont plus forcément contact, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de rentrer, etc. Et ouvrir les cafétérias le soir et les week-ends, ça suppose aussi plus de travail pour le personnel. Est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec une politique d'allègement du travail? Je me tourne vers vous, Antoine. Pour l'Uni. Dans quel sens C'est-à-dire que en ouvrant les cafétérias le soir et les week-ends, ça suppose évidemment plus de temps de travail pour les personnels de l'université. Est-ce que ça pose un problème particulier ou finalement ça rentrerait dans le contrat global de travail pour les personnels de l'université? Je pense que c'est quand même très important pour les étudiants. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je pense que oui, sur le plan de toute façon d'avoir un étudiant, comme vous avez dit, qui travaille, forcément il n'a pas forcément le temps de faire à manger, d'acheter des produits, etc. Parce que tout n'est pas gratuit. C'est vrai qu'avoir un repas donc après réduit dans l'idéal serait nettement mieux et aussi d'une qualité quand même améliorée. Vous vouliez réagir à ça, Alan? Ouais, rapidement, en fait, c'est ça la problématique, c'est qu'il faut trouver l'entre-deux, en fait, je dirais, entre une ouverture plus élargie, éventuellement sur certains campus, peut-être qui rassemblent plus d'étudiants, puisque typiquement, vous disiez, c'est quoi les bénéfices d'avoir justement ça d'ouvert le soir comparé à avant. Déjà, comme on l'a dit pour ceux qui travaillent le soir, mais même plus généralement, ça permet aussi de bénéficier donc du repas à 1 euro, chose qui n'est pas possible quand le rue n'est pas ouvert le soir, ou la cafette. Et donc voilà. Après, bien sûr, il faut prendre en compte que déjà le Crous fait face à des problématiques de financement et donc c'est super dur en effet de trouver du personnel. Donc bien sûr, il faut rester pragmatique et c'est sûr que ça ne sera pas possible d'ouvrir le soir toutes les cafettes, tous les rues. C'est inconcevable. Mais après, dans certains endroits, voilà, comme j'ai dit, bien répartis géographiquement et là où il y a du monde, je pense à la cafette l'Élysée qui est ouverte le soir par exemple. Voilà, c'est le genre de truc qui marche bien et en plus c'est dans les lycées universitaires donc c'est aussi il y a du besoin à cet endroit, quoi. Et Galad, vous parliez tout à l'heure d'instaurer des inégalités qui demeurent entre les différents campus en termes d'offres alimentaires. Est-ce que vous plaidez pour l'ouverture d'une cafétéria supplémentaire sur ces campus? Est-ce que c'est quelque chose c'est une mesure qui... D'abord, on cherche à développer les food trucks
Crous, à court terme en tout cas, pour plus tard développer des cafettes Crous ou des restaurants universitaires dans ces campus, notamment en tout cas le 6. Mais il n'y a pas que ce campus-là où il n'y a pas de cafette. Et oui, on souhaite aussi développer l'accessibilité de la formule à 3,30 € ou à 1 €, on l'espère, pour les étudiants, pas que pour les étudiants boursiers, etc. Aussi pour les doctorants qui sont parfois très précaires lorsqu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Voilà, quand leurs thèses ne sont pas financées, etc. Oui. Il y a aussi cette problématique-là des étudiants doctorants et doctorantes. Donc si vous le voulez bien, on va glisser vers le thème de l'inclusion et de la solidarité avec tous les étudiants et étudiantes. Donc pour cette première question, on va rester sur le sujet de la restauration et surtout des espaces de restauration. Comment on peut rendre inclusifs des espaces comme les rues, donc les restaurants universitaires, les cafétérias? C'est une question assez large. Noé Deschamps, si vous voulez commencer à répondre. Déjà simplement via l'accessibilité de l'ensemble des bâtiments du Crous aux étudiants en situation de handicap, c'est pas souvent le cas. Et de plus, garantir un logement Crous accessible pour tous les étudiants. Garantir un logement Crous accessible pour tous les étudiants aussi en situation de handicap, pas seulement les D'office, c'est ça. Oui. Qui sont éligibles les étudiants qui sont éligibles au logement Crous, les étudiants en situation de handicap qui seraient éligibles au logement Crous, ce serait l'idée de leur allouer une chambre Crous, c'est ça? Non. Ça serait de faire en sorte que tout soit au moins, tout soit au moins accessible via les gens, pour les étudiants en situation de handicap. Et est-ce que vous avez sur les autres listes des mesures pour ces étudiants en situation de handicap en termes d'espace, en termes de structure, d'aménagement peut-être? Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment bien aménagé ou il y a encore des progrès à faire? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Après, ça retourne un peu à la question de l'insalubrité, des logements, etc. Donc, au niveau des logements, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, voilà, ça rentre dans des plans de rénovation de logements, etc. Ça va ensemble, oui. Et comment vous comptez sensibiliser les étudiants et les personnels de l'université autour des questions liées aux personnes LGBTQIA+, notamment veiller à ce que les noms d'usage et les bons pronoms soient employés. Je pense à l'administration des Crous, par exemple, il y a eu des progrès de fait à l'université, mais est-ce que c'est le cas au Crous? Comment est-ce que ces progrès-là peuvent être faits? Oui, pour lutter contre les discriminations de manière assez générale par rapport aux Crous, déjà, il faut savoir que l'UNEF, le mandat, donc pas celui qui est en train de se terminer, mais celui d'avant, on avait donc des élus au sein du Crous Normandie, justement à Caen, et qu'on a mis en place une charte justement contre les discriminations. Et donc, malheureusement, elle a été abandonnée depuis, mais ça montre aussi qu'on est capable de proposer ce genre d'initiative. Et plus généralement, donc c'est un peu un ensemble, c'est une question assez vaste, une question assez ouverte que vous me posez, mais c'était surtout sur les questions des personnes liées aux personnes, les LGBTQIA+, sur ces questions de discrimination envers cette communauté. Ouais, ça rentre dedans parce que du coup, ça permet de définir aussi un cadre plus précis déjà de qu'est-ce qu'on peut faire contre. Et d'ailleurs, on propose aussi, ça rejoint un truc qu'on a dit avant, mais sur la question des logements, et vous allez voir le lien, c'est qu'on propose à ce qu'il y ait des logements disponibles en permanence, qui sont vides, et en fait qui justement visent à recueillir des personnes dans le besoin, et ça peut être justement des personnes LGBTQIA+, lors par exemple, parce que ça arrive très souvent d'un coming out et qui se passe mal, et donc au final on se retrouve à se retrouver par exemple écarté de chez ses parents ou quoi. Donc la mise en place de ce type de logement, ça peut typiquement subvenir à ce genre de besoin. C'est des logements qui existent, qui ont déjà été créés en partie, ça existe à Rouen, mais pas à Caen malheureusement. Galade, Olivier, pour la liste Bouge ton Crous, en 2 mots pour compléter. C'est juste pour dire ce que tu disais à la fin, oui, il y a ce genre de dispositif de logement d'urgence. Ça a été mis en place à Rouen et aussi au Havre. Et c'est aussi dans nos idées de développer ça à Caen. Tout comme disait l'UNEF juste avant moi. Donc on a aussi une question posée par Clémence, la vice-présidente de l'association Main Violette, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'université. On l'écoute. Noé Deschamps, je me tourne vers vous pour répondre à cette question de Clémence. Eh bien, j'inviterais pour
pour compléter aussi ce qu'on dit avant l'UNEF et la FCBN, que pour les logements d'urgence, il ne touchera pas seulement les jeunes LGBTQIA+, mais aussi les victimes de VSS, ainsi que du coup une mise en place des dispositifs de signalement au sein des CROUS pour les VSS et les différents actes discriminatoires. Et oui, pour compléter très très rapidement, Galad, et après je me tourne vers vous. C'est juste pour dire qu'on souhaite aussi former les personnels du CROUS, comme je le disais avant, et aussi dans la FCBN, on a un pôle spécialisé pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles. Et voilà, on a des cellules d'écoute, etc., des trusted people. Voilà. Pour le NI, vous voulez compléter Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus omettre donc le lieu de vie des étudiants, qui est aussi donc, les logements CROUS plus globalement, où nous on veut renforcer la sécurité au sein. J'allais y venir justement, ouais. Tout à fait, c'est ça, allez-y, poursuivez. Du coup, voilà, on veut renforcer concrètement la sécurité au sein donc, de ces lieux de vie, de travail d'étudiants qui sont plus en proie donc, à de potentielles violences de n'importe quel type qu'elles peuvent être. Et donc voilà, globalement, ça se résume à ça au niveau de la sécurité. Alors comment est-ce que vous comptez vous y prendre globalement, très concrètement, pour sécuriser quels espaces qui seraient à sécuriser en priorité selon vous? Je pense notamment aux bâtiments de vie, à mettre en place une sécurité non pas seulement sur le campus de manière générale, mais sur les lieux de résidence. Et oui, Alan, vous voulez compléter? Ouais, non, je voulais réagir sur ce qu'il dit le camarade de Bouche ton Crous, parce qu'il nous dit que ce serait bien de former le personnel contre la discrimination, mais c'était justement le cadre de la charte qu'on avait mis en place il y a quelques années. C'est dommage que justement ça a été abandonné par les élus qui ont suivi, qui sont salistes. Mais voilà, on le regrette fortement. Et sinon, plus largement sur la question, voilà, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le camarade de Lyon Pirate sur compléter avec les dispositifs de veille, voilà, cellules de veille et d'écoute, bien sûr, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. C'est des choses qui existent déjà dans certaines universités, y compris à Caen. Et évidemment, on pourrait l'étendre au Crous parce qu'il y a des thématiques des fois plus spécifiques quand ça se passe dans votre résidence universitaire. Là, dans ce cas, ça peut rentrer dans les compétences du Crous. Et quelles mesures vous proposez pour lutter contre les différents actes de violence de la part de collectifs extrémistes, voire fascistes? Je pense notamment aux croix gammées, aux tags insultants, incitation à la mort des personnes LGBTQIA+, qui ont été en octobre, il me semble, de l'année dernière. Toutes ces formes de violence aux abords de l'université, je me tourne vers vous, Noé, et même Antoine, si vous voulez réagir. C'était en effet en octobre de l'année dernière, enfin, du coup en début de cette année. Ça avait été retrouvé par l'Union Pirate et je sais qu'aussi il y a un travail formidable de Solidaires étudiants qui encore récemment ont trouvé des tags de Croix du GUD. La manière la plus simple, de toute façon de base, c'est d'essayer de faire disparaître ça. Il n'y a pas énormément, ou du moins pour le moment, ils sont assez cachés puisqu'ils s'amusent juste à faire leur croix, etc. Il faut donc complètement les invisibiliser le plus possible et sinon ils se sentiront suffisamment à l'aise pour agresser les gens. Pour le moment, ils ne le font pas et c'est tant mieux. Et on s'assurera au plus possible qu'ils ne le fassent jamais. Deux mots simplement sur les étudiants étrangers. Comment est-ce que vous vous positionnez sur l'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers, sur toutes les difficultés d'intégration? Qu'est-ce que vous proposez? Je ne sais pas, Antoine, par exemple, je me tourne vers vous si vous avez peut-être des mesures à ce sujet. Par rapport aux étudiants étrangers, c'est-à-dire à quel niveau des inscriptions Oui, c'est ça, toutes les démarches administratives qui peuvent être un petit peu compliquées pour eux, et même en termes de frais universitaires qui sont bien plus élevés que pour des étudiants français. Comment est-ce qu'on peut finalement rétablir une égalité? Pour rétablir une égalité, déjà je pense que les étudiants étrangers, ils viennent uniquement en France, pour la majorité en tout cas, pour étudier, et ensuite ils repartent dans leur pays pour la majorité. Voilà, donc je ne prévois pas d'autres mesures spécifiques vis-à-vis de cela. Mais les frais universitaires restent quand même très élevés par rapport aux étudiants français. C'est une problématique qui est quand même assez importante. Galad, vous vouliez rebondir là-dessus? Nous, on souhaite leur donner accès aux bourses, car c'est vraiment le cas. Et je crois que ce n'est pas le cas du tout d'ailleurs. Mais aussi leur donner accès à des logements Crous, la faciliter les démarches administratives pour avoir tous ces accès, etc. Oui, Noé Deschamps pour l'Union Pirate. Nous, on est aussi donc pour l'élargissement de l'accès aux bourses pour les étudiants étrangers hors Union européenne et surtout aussi de places réservées en cité universitaire
crous dans des résidences décentes, puisque nous avons par exemple des problèmes en début d'année. On a eu quelqu'un qui est arrivé, qui n'avait pas son logement crous, qui nous a donc contacté et qui était complètement bloqué, qui a dû essayer de passer par des Airbnb, etc., et qui avait bien eu une réponse positive du crous, qui lui avait dit qu'il aurait un logement crous. C'est le genre de problème à éviter, évidemment. C'est pour ça qu'il nous faut des places réservées pour ces personnes. C'est des problèmes qui sont assez récurrents que vous observez chez pas mal d'étudiants, peut-être pas toujours de cet ordre-là, mais au moins des problèmes oui, de logement et de... Ça peut être de différentes. La raison derrière peut être différente. Ça peut être de la compréhension, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut que ces gens-là soient beaucoup plus accompagnés, puisque sinon, ça amène à des problèmes principaux de ce style. Alors, je me tourne vers vous, Gala d'Olivier, de la liste Bouge ton Crous. Vous proposez dans votre profession de foi des cafés langues. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Quand on lit votre proposition, on ne peut pas s'empêcher de penser aux cafés polyglottes qui sont proposés chaque mois à la NDE avec l'association Erasmus and Internationals in Caen, qui a été conçue précisément pour les raisons que vous mettez en avant, c'est-à-dire le multilinguisme, l'échange culturel et l'intégration des étudiants internationaux qui viennent étudier à Caen. Qu'est-ce que ça va apporter en comparaison à ce dispositif qui est déjà en place? Déjà, c'est plus facile d'aller dans un café langue dans sa résidence universitaire qu'à la MDE. Ah, ce serait directement un service de proximité. Oui, c'est ça, c'est pour développer en fait la vie culturelle dans les crous, dans les résidences crous, et pour faciliter l'insertion des personnes, des étudiants étrangers, et aussi pour lutter contre l'isolement social qui peut miner le moral de certaines personnes. Antoine, je vois réagir. Vous voulez compléter quelque chose? Oui, parce qu'au final, je pense notamment à notre mouvement qui est uni. Au final, nous, on s'intéresse particulièrement aux personnes, avant tout, en omettant tout à fait leur couleur, leur orientation, etc., dans un processus de sociabilisation, d'accompagnement dans la vie au campus. Donc, toutes ces questions de mesures d'intégration, elles vont nous mener à notre avant-dernier thème, celui de la vie de campus. L'UNI, vous parlez de défense des écoles. Comment concrètement? Qu'est-ce que vous entendez par défense des écoles? La défense de l'apprentissage, des excellences, de l'excellence, on va dire sur le plan de l'apprentissage, faire en sorte que tous les étudiants soient libres de pouvoir étudier en toutes circonstances. Je pense que ça passe notamment par la liberté à laquelle chacun doit avoir accès et en est titulaire en tout cas. Donc c'est plus une conviction qui est liée à l'enseignement strictement. Dans quel sens C'est-à-dire que c'est vraiment quand vous dites défendre nos écoles, c'est défendre l'enseignement, la culture autour des pratiques, etc. Oui, bien sûr. Alors au-delà, l'Union Pirate, vous proposez aussi des chèques vacances. Est-ce que selon vous, ça ne sort pas du cadre du Crous et même plus largement de l'université, cette mesure? Ouais. Dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'augmentation des boursiers, etc., de 10 à 12 mois. C'est que les étudiants sont étudiants tout au long de l'année et pas seulement pendant l'ouverture des universités. Les mises en place de chèques vacances, ça va en lien avec une lutte contre l'isolement social pour éviter pendant 2 mois d'été d'être enfermé dans son logement et de ne rien faire. Donc non, à mon sens, ça rentre dans la compétence du Crous. Et je m'adresse à tous. Quelles mesures vous comptez prendre pour élargir l'offre culturelle et les animations qui sont proposées? Dans le cadre du Crous, bien sûr. D'abord, on souhaite mieux communiquer sur ça, car parmi les différentes missions du Crous, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, la culture. Donc on souhaite faire connaître cela, mettre en place des cafés langues, mettre en place d'autres animations dans les résidences Crous, et que chacun puisse organiser des événements culturels un peu comme ils veulent, et notamment grâce à l'aide étudiante de 40 000 € qui est la CVEC, où il suffit de monter un dossier de subvention, etc. et de passer en commission pour ensuite accéder à cette offre. Et on peut d'ailleurs s'aider d'associations étudiantes pour faciliter les démarches et faciliter l'accès à cette aide. Cette communication au sujet des services qui sont proposés à l'université, c'est quelque chose qui vous parle aussi dans les autres listes? À la connaisse.
par exemple, ou Noé? Ouais, je suis d'accord avec ce qui a été dit, donc je n'ai pas forcément grand chose à rajouter. Ouais, c'est la communication, bien sûr, c'est important sur ces sujets-là. Et oui, bien sûr, il faut permettre un investissement culturel pour tout le monde. Après, voilà, pour nous, la priorité, on l'a dit, c'est d'abord d'avoir des bonnes conditions de vie et d'études autour des études, justement, avant de pouvoir justement s'investir culturellement, parce que là, c'est en fait une majorité d'étudiants et d'étudiantes déjà n'ont pas les moyens de s'investir sur ces questions-là, donc c'est pour ça que c'est une priorité. Et puis voilà, j'en profite pour rappeler que nous aussi, on est pour parce que je crois pas que c'était dit tout à l'heure, mais nous aussi, on est pour la suppression des CVEC. Puisque au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est en fait c'est normal que les étudiants aient à payer pour ça. Enfin, c'est un véritable impôt étudiant, la CEC, alors que les étudiants, comme tout le monde, payent déjà leurs impôts. Et enfin, c'est comme si demain on vous disait vous devez payer un impôt spécifiquement pour aller à l'hôpital. Ah, mais sauf que non, on paye déjà tous nos impôts de manière normale. Donc voilà, nous on l'a toujours dit, c'est à l'État de mettre les moyens pour que justement on puisse développer derrière les universités, les CROUS et leurs projets justement. Et voilà, ça fait beaucoup plus sens que ce soit les étudiants qui payent, et comme l'a dit Antoine, qu'après ils en revoient pas le bout à la fin. Et puis 2 mots pour finir sur votre engagement écologique. Un aspect environnemental qui passe pour l'UNI par une alimentation plus locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Pourquoi c'est important pour vous? Globalement, je pense qu'on est dans le contexte actuellement, avec notamment les agriculteurs, les révoltes des agriculteurs pour contrer un certain libéralisme économique, avec, je rappelle quand même, 51% des émissions de CO2 qui sont réalisées par des importations de manière plus nationale. Mais oui, je pense que ça va vers une consommation plus locale, afin que ce soit sur le plan culturel ou du coup oui, sur le plan économique, afin de mettre en valeur toutes ces bonnes choses qui sont faites même en Normandie, tous ces produits qui sont très importants et désirables. Donc, concernant les infrastructures de l'université, il y a une chaudière biomasse qui a été instaurée en début d'année. Est-ce que selon vous c'est suffisant, et qu'est-ce qu'il faudrait proposer en plus? Noé par exemple? De manière générale, une rénovation énergétique de l'ensemble des logements CROUS sans hausse des loyers. Et donc pas seulement d'une seule chaudière, comme vous venez de le dire. Mais à terme, ça serait intéressant d'avoir en effet plus des passoires thermiques, mais vraiment des logements qui ne font pas fuiter la chaleur. Et comment est-ce que vous comptez améliorer les questions du tri sélectif et de la lutte contre le gaspillage? Comment est-ce que vous comptez poursuivre votre engagement à ce niveau-là? Alan Colas. Ouais, déjà, je voulais dire que j'étais d'accord avec ce qu'a dit Noé. C'est vrai que c'est important déjà la rénovation thermique des bâtiments. Et puis, plus largement, et sur tout ce qui est gaspillage, que ce soit alimentaire, etc. Donc, déjà, on est pour la réduction le plus possible, évidemment, de tous les emballages plastiques et de toutes ces choses-là dans les restaurants universitaires. Et également, on souhaite la mise en place de ce qu'on appelle un Too Good To Cruise, donc qui fait référence à l'application Too Good To Go, qui en fait vise à donner les invendus et à les distribuer à un prix très réduit, voire gratuitement. Et donc, nous, c'est ce qu'on souhaite également. Les invendus de la journée du coup, c'est bien pouvoir les redistribuer ensuite gratuitement aux étudiantes et aux étudiants. Donc ça me paraît être une bonne mesure justement pour éviter le gaspillage et en plus pallier au moins un minimum au souci de la précarité étudiante. On aurait aimé parler un peu plus longuement de cette question environnementale, mais malheureusement le temps nous presse un petit peu. Dernière question pour finir, pourquoi c'est important pour vous d'aller voter? Si je vous pose la question, c'est parce que voter à l'université, c'est pas forcément dans tous les esprits. Donc, est-ce que ces réponses d'étudiants et étudiantes qu'on vient d'entendre, est-ce que ça vous surprend? Et je rappelle, notre question c'était pourquoi est-il important d'aller voter, selon vous? On va faire dans l'ordre. Du coup, donc déjà, oui, non, les réactions qu'on entend des étudiantes et des étudiants ne me surprennent pas vraiment. Même si, voilà, donc après, nous, c'est notre objectif aussi, c'est d'aller vers eux et d'aller vers elles pour les informer le plus possible. Déjà, il y a le CROUS qui essaye le plus possible de communiquer sur la question, mais nous aussi, en allant sur les campus, voilà, comme on témoigne certains, on reçoit des mails aussi pour nous informer, donc ça, c'est une première chose. Et plus largement, pourquoi c'est important d'aller voter? Parce que cette élection, ça va vraiment être un référendum. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit à l'UNEF.
pour nous, si les listes de gauche, et donc évidemment, je parle pour la liste UNEF, mais s'il y a une aspiration générale sur nos listes, ça montrerait bien quelque chose, ça montre qu'il y a des vrais besoins. Nous, notre revendication principale, c'est l'allocation d'autonomie étudiante, et qu'on pourrait compléter bien sûr avec le repas à 1 euro pour toutes et tous et le délogement étudiant digne. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important ces élections. C'est vraiment un référendum et ça montrera quelle est la priorité des étudiants et des étudiants. Et Antoine, pour l'UNI, vous êtes plutôt ancré à droite, en opposition un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur l'importance de l'engagement étudiant dans le vote? Je trouve que c'est pas choquant ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est vrai qu'on fait partie d'une tranche d'âge où forcément le vote est un peu moins important, on est dans la négligence démocratique. Et je pense qu'il faudrait en effet sensibiliser encore plus les étudiants à pouvoir voter, parce que c'est vrai que c'est la meilleure manière pour eux de s'exprimer dans les projets de plusieurs partis, plusieurs associations pour le moins, qui sont proposées. Et donc voilà, globalement, je pense qu'il faut que tout le monde soit au courant et qu'il soit informé un maximum à ce sujet-là. Et puis, merci beaucoup d'être venu pour ce débat en vue des élections des représentants étudiants au conseil d'administration